Une forêt radieuse, au pied des Pyrénées. C'est ici que s'est déroulé il y a quelques mois un crime des plus sordides. Plus précisément, au lieu-dit de Rieufourcans. Au bout de ce chemin, dans un petit hameau abandonné, on a retrouvé il y a 15 jours, dans cette fosse septique, le corps de Christophe Orsaz. C'est un jardinier de 46 ans. Il avait disparu depuis le mois de novembre. Et ce n'est pas tout. À une dizaine de kilomètres de là, quelques heures plus tard, on retrouve dans la forêt le corps enterré de sa fille, Célia, 18 ans, tuée d'un coup de fusil à bout portant. Elle avait disparu en même temps que son père, 7 mois plus tôt. Le père avait même été soupçonné de l'avoir enlevée, ou pire. En réalité, tous deux seraient les victimes d'un scénario qu'aurait imaginé son ex-compagne, Marie-Josée Montesinos, et celui qui serait son nouvel amant, Jean-Paul Vidal. Ce serait un piège redoutable qu'aurait tendu ce couple, que la presse a déjà surnommé les amants diaboliques. Bélesta, en plein cœur de l'Ariège. Un petit village d'à peine 1200 habitants. Presque tout le monde connaissait Jean-Paul Vidal, le meurtrier présumé. Il travaillait dans ce garage en tant que mécanicien. À quelques centaines de mètres de là, le café-snack du village. Son patron, Christophe Jacques, est encore sous le choc. Jean-Paul Vidal était son ami. C'est quelqu'un de calme, je ne l'ai jamais vu s'emporter pour quoi que ce soit. Et je n'aurais jamais imaginé ça, quoi. C'est-à-dire quand personnellement j'ai appris de quoi il était accusé, je suis tombé sur le cul, quoi. Parce que ça ne ressemble pas du tout à Jean-Paul, quoi. Les clients du snack qui croisaient souvent le mécanicien sont tout aussi surpris. C'est curieux, quoi, parce que c'est quelqu'un que je connaissais, et quelqu'un de super gentil. Pas de problème d'alcool, aucun souci, quoi. Enfin, moi, je comprends pas personnellement. Mais depuis quelque temps, le commerçant avait remarqué que son ami allait mal. Il semblait être l'ombre de lui-même. Ces derniers mois, c'était surtout fin d'année dernière, il n'était pas bien. Je l'avais senti amaigri, préoccupé. La fin d'année dernière, cela correspond au moment où Jean-Paul Vidal aurait participé au double meurtre. Pourquoi aurait-il changé à ce point? Comment cet homme apparemment apprécié de tous a-t-il pu en arriver là? Pour le comprendre, il faut remonter plusieurs années en arrière. Car le mécanicien a une passion, les cascades en voiture. Dans ce document amateur tourné en 2016, on le découvre souriant, triomphant même. L'homme est alors marié, mais il aurait depuis près de 3 ans une aventure extra-conjugale avec la sœur de l'un des organisateurs de ce meeting. Cette femme, c'est Marie-Josée Montesinos. Elle est infirmière, elle a une 50aine d'années. Et un homme a bien connu les deux amants à cette époque. Il s'appelle Richard Doublier. Il animait bon nombre de ces meetings de cascadeurs. C'est à ce moment-là qu'il est devenu l'ami et le confident de Marie-Josée. Je connaissais très bien Marie-Josée et je connaissais aussi très bien Jean-Paul Vidal. Marie-Josée, c'est une personne qui cherchait, je crois, une relation stable. Mais je sais qu'elle avait eu quelque chose d'assez fort avec Vidal, mais que ça ne pouvait pas se passer parce que lui était marié. Donc c'était un peu une histoire sans fin, elle voulait que ça s'arrête. Je suis persuadé, d'après ce qu'elle me disait, qu'elle cherchait quelque chose de stable et de durable. Et j'ai pensé qu'elle l'a trouvé quand elle nous a présenté Christophe Orsaz. Christophe est un amateur de randonnée comme elle. Cet ancien militaire est séparé de sa femme et il semble correspondre en tout point aux attentes de l'infirmière. Il aimait les voyages, il aimait la montagne, on sentait qu'il était passionné.
Il a expliqué qu'il qu'il avait quitté sa région, qu'il avait quitté sa famille et tout pour venir près de Marie-Jo. Il vous semblait heureux? Ah bah oui, là, à ce moment-là, il était heureux. Enfin, il m'en semblait heureux, quoi. En Ariège, Christophe Orsaz entame un nouveau chapitre de sa vie. Il s'installe chez Marie-Josée et il trouve rapidement un travail de jardinier chez Simone Gauthier. Il avait pour mission d'entretenir tous les arbustes qui sont sur la haie. Il les laguait et puis il fallait tondre fréquemment pour que ce soit propre. Il était parfait. Un comportement parfait, extrêmement discret et le travail remarquable. Si le jardin tenu par Christophe est tiré au cordeau, sa vie, elle, semble plutôt chaotique. À cette période, il quitte Marie-Josée et cette séparation ne se passe pas très bien. L'homme est contraint de vivre dans une camionnette. Il se confie alors à Simone, qui lui offre provisoirement le gîte et le couvert, le temps qu'il trouve où se reloger dans la région. Quand il m'a dit que c'était fini, j'ai vu qu'il était heureux, ce garçon. Il était libéré, me semblait-il. Mais c'est après coup que j'ai analysé, puisque un jour il m'a dit Marie-Jose m'a retrouvé. Et à partir de ce moment-là, il n'a plus été le même. Il était pas bien, alors qu'il était tellement joyeux, tellement simple, tellement heureux. Ça n'a plus été le même garçon. Christophe semblait avoir peur que Marie-Josée s'en prenne à lui ou à sa fille Célia. Il l'aurait même confié un jour à la femme de ménage de ses employeurs. Et il lui a dit, s'il nous arrive quelque chose, ou à Célia ou à moi, c'est Marie-Jo qui sera à l'origine. Mais qu'est-ce qui pouvait bien effrayer le jardinier à ce point? On sait en réalité peu de choses de cette infirmière. Elle a 56 ans, elle est coquette, et elle changerait souvent d'employeur. Rien d'anormal dans cette personnalité. Pourtant, nous avons rencontré une de ses anciennes amies de randonnée, qui a un point de vue plus contrasté. Au départ, elle ne voulait pas nous parler. Il faut dire que l'amitié qu'elle partageait avec l'infirmière Bonjour madame. Aurait tourné au vinaigre et lui aurait laissé un très mauvais souvenir. Elle avait un comportement qui ne me plaisait pas. Elle me faisait des crises de jalousie quand j'allais marcher avec quelqu'un d'autre. Il fallait qu'elle ait les mêmes amis que moi, les mêmes habits, les mêmes... Il fallait qu'elle soit en avant, il fallait qu'on lui dise qu'elle soit belle. Voilà, il y a un comportement un peu hystérique. Au bout d'un moment, ça m'a agacée. La relation se serait dégradée entre les deux randonneuses. Et la femme se serait éloignée progressivement de Marie-Josée. Sa réaction ne se serait pas faite attendre. Elle aurait été disproportionnée. Vous vous êtes fâché avec elle et elle vous en a voulu de lui tourner le dos, c'est ça? Ah, je pense, oui. Elle m'a envoyé du SMS un peu méchant. Ça concerne mon fils, ça concerne que j'ai grossi, des conneries. Donc, moi, j'ai pas répondu et voilà, bon, ça s'est arrêté. Donc, je pense qu'elle n'a pas supporté non plus trop que je la laisse. Selon cette femme, Marie-Josée aurait un fort caractère et accepterait difficilement qu'on puisse lui tourner le dos. Prête à insulter une ancienne amie quand l'amitié prend fin, alors jusqu'où aurait-elle pu aller quand un homme la quitte? Cette question, Simone et son fils Pascal se la posent aussi. Ils se remémorent ce qui s'est passé ce jour du 3 avril 2017. Ce matin-là, Marie-Josée se présente devant Pascal et s'emploie à détruire la réputation du jardinier. Elle aurait alors affirmé qu'il est un malfrat. Il aurait volé des chandeliers dans une église, mais aussi une tondeuse à gazon. Des vols qui, renseignements pris, ont bien eu lieu. Marie-Josée aurait ajouté que le jardinier était un ancien braqueur, et même qu'il aurait déjà tué un homme. Pascal tombe des nues. Il peine à la croire. Pour le convaincre, Marie-Josée aurait sorti un ordinateur et ouvert plusieurs dossiers de photos qui appartiendraient au jardinier. Le premier s'appelait
le jardin de la vieille, ensuite les plats de la vieille, donc c'était les plats à manger, et la maison de la vieille pour l'intérieur de la maison. Voilà, il appelait ma mère la vieille, et ça ne m'a pas plu d'emblée, parce que devant moi, c'était Madame Gauthier, il a été toujours extrêmement poli et tout ça. Ça ne m'a pas plu, mais le pire était à venir. La quatrième, c'était une vidéo pornographique qui était intitulée « Christophe la folle », donc où Christophe se mettait en scène habillé en femme dans le cabinet de toilette en bas. Voilà. Et donc vous l'avez vu cette vidéo? Ça, je l'ai vu, et c'était bien lui. Là, ça n'a pas été trafiqué, je suis sûr de ça. Le cinquième fichier, c'était aussi une vidéo que Marie-Josée Montesinos n'a pas voulu me montrer, parce qu'elle m'a dit, là, c'est trop fort, c'est trop compromettant, je suis une femme, vous êtes un homme, je ne peux pas vous montrer ça, c'est vraiment très dérangeant. Mais l'infirmière aurait gardé le pire pour la fin. Selon elle, Christophe aurait volé la télécommande du portail de la maison et serait en train de manigancer un mauvais coup. Et Marie-Josée Montesinos m'a dit, je suis tombé sur une conversation téléphonique où il était en train de dire « La vieille s'en va 4 jours en Alsace en vacances, c'est bon, j'ai la télécommande et la clé. » Et lorsque le soir je suis venu présenter tout ça à ma mère, qui est elle aussi tombée du plafond, je lui ai dit « Est-ce que tu pars en vacances ?» Elle m'a dit « 4 jours en Alsace avec une amie. » Là j'ai tilté et j'ai dit « Bon, cette femme ne m'a pas menti. » Pascal et sa mère licencient le jardinier. Ils se le reprochent encore aujourd'hui. Je défie quiconque de douter une seconde de ce que disait cette personne, qui était calme, sensée et avec des preuves. Voilà. Si Marie-Josée est capable de retourner Pascal et sa mère en si peu de temps, les enquêteurs se demandent si elle n'a pas agi de la même manière avec son ancien amant, le cascadeur Jean-Paul Vidal. Car à cette époque, Marie-Josée se serait remise en couple avec lui. Elle l'aurait même persuadé que Christophe Orsaz serait un homme violent, dangereux et qui pourrait même attenter à ses jours. En tout cas, quelques mois plus tard, Jean-Paul Vidal, qui aurait retrouvé sa maîtresse, aurait donc imaginé un piège machiavélique pour se débarrasser du jardinier. Un mois avant le crime, ils auraient choisi ce hameau isolé pour mettre leur plan à exécution. C'est en tout cas ce qu'a affirmé il y a quelques jours le procureur de la République. Le projet criminel aurait été imaginé dès le mois d'octobre 2017. L'idée de dissimuler le corps dans la fosse des anses de ces lieux retenue dès cette époque. Le diamètre de celle-ci avait d'ailleurs été mesuré pour s'assurer de sa compatibilité avec le passage d'un corps. Toujours selon le procureur, l'infirmière et son amant auraient passé un coup de fil à Christophe Orsaz depuis un téléphone prépayé acheté pour l'occasion. Ils se seraient fait passer pour des clients qui ont besoin d'un jardinier. Christophe Orsaz aurait accepté le rendez-vous. Sans le savoir, il court à sa perte. Au bout du chemin, Jean-Paul et Marie-Josée l'auraient attendu caché. Christophe aurait alors été battu à mort à coups de barre de fer. Mais dans leur plan, il y a un élément qu'ils n'avaient pas prévu. Le hasard a voulu que Célia, la fille de Christophe, soit dans la voiture ce jour-là. Elle aurait assisté à l'assassinat et aurait hurlé. Les meurtriers présumés l'auraient alors ligotée et conduite à une dizaine de kilomètres de là pour se débarrasser de ce témoin dérangeant. Elle meurt d'une balle dans la tête. Jean-Paul Vidal et Marie-Josée Montesinos ont avoué. Ils encourent la réclusion à perpétuité. Quant aux enquêteurs, ils cherchent encore à comprendre les rôles exacts de chacun et surtout, le mobile de ce crime hors du commun. L'affaire des disparus de Mirepoix comporte encore bien des zones d'ombre.